Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Et oui, le chant des partisans de Joseph Kessel et Maurice Druon sur Sud Radio. André Berkoff, tout le monde connaît cet hymne de la résistance, mais personne au sein du grand public ne connaît la fameuse prière du Para d'André Zirneld. André. Surtout, personne ne connaît, enfin personne, ou presque personne, et heureusement que Alexandra Léniel-Lavassine a fait son travail d'écrivain et d'historienne, c'est que moi, comme beaucoup d'autres, je suis tombé il y a une dizaine d'années, je ne sais plus dans quelle, ou plus que d'une dizaine d'années, 20 ans. J'écrivais un livre et je tombe sur cette prière, ce poème magnifique, et je me dis, mais c'est extraordinaire, qui c'est? Et je voyais André Zirneld. J'avoue que je n'ai pas creusé plus, et quand j'ai reçu, en 2017, Alexandra Léniel-Lavassine pour son livre de l'époque qui s'appelait... Pourquoi serions-nous encore prêts à mourir ? Voilà, pourquoi serions-nous encore prêts à mourir? D'ailleurs, question de brûlante actualité, pas seulement d'une actualité macroniste ou gauchiste. Eh bien, effectivement... on en a parlé, et puis ce livre, Le chant d'un partisan. Et je voudrais vraiment juste prendre le temps de lire un des plus beaux poèmes pour moi de langue française du XXe siècle, et qui est contemporain. Écoutez, ça parle à tout le monde, et ça doit parler à tout le monde dans ces temps. André Zirneld, compagnon de la Libération, mort pour la France à 29 ans. Je m'adresse à vous, mon Dieu, car vous seul donnez ce qu'on ne peut obtenir que de soi. Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'il vous reste. Donnez-moi ce qu'on ne vous demande jamais. Je ne vous demande pas le repos, ni la tranquillité, ni celle de l'âme, ni celle du corps. Je ne vous demande pas la richesse, ni le succès, ni peut-être même la santé. Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement que vous ne devez plus en avoir. Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'il vous reste. Donnez-moi ce que l'on vous refuse. Je veux l'insécurité et l'inquiétude. Je veux la tourmente et la bagarre. Et que vous me les donniez, mon Dieu, définitivement, que je sois sûr de les avoir toujours, car je n'aurai pas toujours le courage de vous les demander. Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'il vous reste. Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas. Mais donnez-moi aussi le courage et la force et la foi, car vous seul donnez ce qu'on ne peut obtenir que de soi. Et oui, l'extraordinaire destin d'André Zirneld, eh bien, on va vous le raconter dans un instant sur Sud Radio avec notre invitée Alexandra Léniel-Lavassine. Alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. C'est les militaires. Ça, c'est les militaires. Ce chant militaire est une adaptation d'un poème écrit en 1938 par André Zirneld. Et que nous venons de lire. Exactement, sur Sud Radio. Et bien, plus de 80 ans après sa mort, sa biographie sort enfin aujourd'hui et elle est magistrale, André Berkoff. L'auteur, c'est Alexandra Léniel-Lavassine qui nous fait le plaisir d'être notre invitée aujourd'hui sur Sud Radio dans la culture, dans tous ses états. Bonjour à vous. Bonjour. Alexandra, alors vous publiez aux éditions du Cerf Le chant d'un partisan, un livre dans lequel vous rendez hommage à ce jeune homme qui fut parmi les tout premiers rebelles de juin 40. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur lui ? Je crois deux choses. D'abord, j'aime les hommes debout,
et on peut pas dire qu'il court les rues par en ce moment. Oui. Et deuxièmement, je dois dire que j'ai rencontré André Zirneld et sa prière par mon fils. C'était à l'été 2016. Mon fils, jeune parachutiste à l'époque, dans l'armée française. Nous étions à l'été sanglant, secoués par une vague d'attentats très meurtriers. Charlie Hebdo, Bataclan et le reste. Voilà, et la promenade des Anglais. Et donc, sur la colère, je commence à écrire un essai qui s'appelle donc « Pourquoi serions-nous encore prêts à mourir ?», qui était une sorte de plaidoyer pour un réarmement intellectuel et moral face au djihadisme. Et là-dessus, mon fils était en mission quelque part dans le monde et me dit « Ah oui, mais pour traiter un tel sujet, est-ce que tu connais la prière du para ?» de Zirneld. Alors autant vous dire que je n'en avais jamais entendu parler, ni de son auteur, ni de ce texte. Il m'envoie le poème et il ajoute « Soit tu vibres pas. Si tu ne vibres pas, laisse tomber ce sujet, il n'est pas pour moi. Il n'est pas pour toi. » Donc j'ai lu, j'ai vibré, j'ai trouvé ce texte sublime et ça m'a intriguée. C'est sans doute un des plus beaux poèmes jamais écrits sur ce qu'être un homme debout veut dire. Et j'ai cherché un petit peu et j'ai découvert deux choses. D'abord que ce texte n'était pas du tout l'œuvre d'un para, comme on le croit souvent, oui. Qu'il avait été écrit avant-guerre en 1938 à Tunis par un jeune philosophe qui y occupait son premier poste de professeur de philosophie et qui avait même qu'une idée en tête, c'était d'échapper à son service militaire pour passer la grecque. Donc c'est dire à quel point la chose militaire lui était étrangère. Et néanmoins, on peut dire qu'on avait là un garçon en 1938 qui avait déjà compris que l'Europe... Il avait quel âge en 1938 ? Il avait 25 ans. Ouais. Qui avait déjà compris que l'Europe courait vers l'abîme. Oui, il avait tout compris de la condition humaine à cet âge-là. Oui, mais il avait aussi compris tout de son époque. Et son époque ressemble à la nôtre, à cet égard. Et donc, ensuite, j'ai un peu regardé, je suis tombée sur quelques photos, je me suis aperçue qu'il était en plus très beau, c'est une sorte de mixte entre Camus, James Dean, Gérard Philippe, il adorait d'ailleurs le théâtre, et sans doute d'ailleurs, serait-il devenu un des plus grands intellectuels français après 1945, s'il avait survécu à la guerre. Et là, je me suis dit, on est quand même face à un double mystère. Première énigme, qui est-on pour avoir tout compris de la condition humaine à 25 ans et avoir compris qu'elle n'est justement pas sans condition? Et deuxièmement, par quelle anomalie, ou plutôt par quelle extravagance pouvait-il bien se faire que ce poème ne m'était pas connu et était globalement inconnu du grand public, puisqu'il a fallu que ce soit mon fils para qui me le fasse découvrir. Et Zirneld était aussi un grand, il était de la taille des Saint-Exupéry, disaient ses chefs, et ce n'est pas du tout exagéré que de le dire, et donc sa figure devrait nous être au moins aussi familière que celle d'un Brossolette. Alors, expliquez-nous, comment ce philosophe, effectivement, est-il devenu donc ce combattant de légende? Est-ce que son roman national y est pour quelque chose, Alexandra? Oui, alors effectivement, c'est une très bonne question, parce que comment passe-t-on d'une chaire de philosophie à la brutalité des combats du désert? Et vous avez raison de pointer la famille, c'est très important. D'abord, on a affaire à un garçon qui est d'origine alsacienne, qui est issu d'un grand-père qui était un petit paysan pauvre, qui choisit la France déjà en 1871, puisqu'il s'installe à Paris, et il est d'ailleurs sans le sou, il vient d'une famille très pauvre. Et puis la famille compte aussi parce que il est en fait le neveu de Jules Zirneld, qui est le fondateur en France, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui est le fondateur en France du syndicalisme chrétien. D'accord. Et c'est cet oncle va lui servir de mentor. Et en gros, son enseignement tient en un mot: deviens toi-même et impose-toi, seul contre tous s'il le faut. Et c'est précisément ce qu'il va faire en juin 40 en choisissant la France libre. Ce qu'a écrit merveilleusement notre résistant René Char, le poète René Char. Et voilà. Alors, dans votre livre, vous le décrivez comme un rebelle né. En fait, il était en rébellion contre quoi exactement, et pour quelle raison il l'était? Alors, en fait, la rébellion chez Zirneld se déclare très tôt, puisqu'il est absolument
absolument infernal au collège, plus encore au lycée. On a là un garçon dissipé, indiscipliné, potache, qui pose 1000 questions, qui lit beaucoup. En fait, l'élève idéal aujourd'hui dont on n'oserait même pas rêver, mais pour l'époque c'était différent. Il y a un siècle et il y a prescription, et donc son prof de philo, le redoutable abbé Durand, nous sommes au lycée Saint-Jean-de-Passy, lui dit un beau matin de terminale, Zirnelde, vous êtes viré. Si bien que Zirnelde prend acte, refuse de s'excuser et passe son bac en candidat déjà libre, en quelque sorte, tout en travaillant en même temps, puisque la famille est pauvre. Mais finalement, il faut rendre hommage à l'abbé Durand, qui a probablement contribué à fabriquer un de nos grands insurgés. Et puis, il faut aussi comprendre qu'il appartient à une génération intellectuelle révoltée, d'abord contre la génération de leur père, qui ont rendu possible la boucherie de 14-18, et il appartient aussi à une génération qui fête ses 20 ans en 1933, c'est exactement son cas, donc c'est un moment où le ciel se charge de nuages, c'est la décennie de montée des périls, les années 30, et donc pour ces jeunes gens, il est rigoureusement impossible de tourner le dos à l'histoire, finalement. Oui. Alors vous dites effectivement dans votre livre que la guerre a marqué son destin au fer rouge, notamment celle d'Espagne en 1936. En quoi cette tragédie a-t-elle joué un rôle majeur dans sa destinée ? Alors, elle va jouer un rôle très important dans la mesure où il a dit à certains de ses camarades après 1940 que c'est parce qu'il regrettait de ne pas être parti rejoindre les républicains espagnols. Les brigades internationales de l'époque. Je ne sais pas, parce qu'en fait, il était plutôt anarchiste, nous dit son élève Edgar Pisani, qui va lui-même devenir un grand résistant. Mais c'est très intéressant. Il y avait quand même le mouvement anarchiste. Le POUM et compagnie était très fort en Espagne. Tout à fait. Il ne s'agit pas de rejoindre les staliniens, mais les anarchistes, bien sûr. Et oui, il aurait rejoint les anarchistes, et d'autant qu'il appartenait à l'époque à une génération qu'on appelle la génération des anticonformistes des années 30, et lui appartient au groupe Esprit. Le groupe Esprit, c'est un des pôles les plus rayonnants de la vie culturelle de l'époque. Emmanuel Mounier, c'est exactement, fondé par des chrétiens de gauche, qui avaient 3 caractéristiques très concrètement qu'on retrouve chez Zirnelde. D'une part, il détestait le conformisme bourgeois. L'abomination de la désolation pour Zirnelde, c'est ces Français rentrant de week-end au volant de leur Peugeot 2 places. C'est exactement la vie rangée dont il ne veut pas. Et deuxièmement, c'était un groupe à la fois très lucide sur la menace que représentait le nazisme, mais aussi sur ce qu'était en vérité l'Union soviétique de Staline. Donc, ils avaient déjà compris que les staliniens avaient mis la main sur les brigades internationales, ce qui probablement explique en partie ces hésitations. Et puis, ce qui compte aussi dans la guerre d'Espagne, c'est que en juin 40, d'une certaine façon, on n'allait pas l'y reprendre à 2 fois, à tergiverser et à hésiter, ce qui explique probablement aussi la rapidité de sa décision. Vous dites que cette guerre d'Espagne a joué un rôle majeur dans la genèse de cette célèbre prière des paras. Oui, justement, puisqu'il était, habité par le remords, par le regret, et là il est à Tunis, et puis c'est un contexte aussi très chargé. On est juste après l'Anschluss, quelques mois avant les accords de Munich, et ce garçon, à l'évidence, se demande comment vais-je être à la hauteur des circonstances. Alors oui. Qu'est-ce qu'il fait, avançons effectivement. En juin 40. Alors effectivement, quand la Seconde Guerre mondiale éclate, alors il a 27 ans, il est en Syrie où il enseigne toujours la philosophie. À l'époque, ce pays est sous mandat français, André Berkoff. Alors effectivement, pourquoi en juin 40, après la signature donc de l'armistice par Pétain, il entre en résistance? Est-ce qu'il avait entendu l'appel du 18 juin ou pas? Alors oui, c'est très intéressant parce qu'il se trouve effectivement, comme il n'a qu'une idée, c'est de ne pas passer son service militaire, il passe de son poste de prof de philo à Tunis à un autre poste de prof de philo à Tartous, et donc c'est là qu'il se trouve mobilisé pendant la drôle de guerre, sauf qu'on ne tire pas un coup de feu au Moyen-Orient, c'est pour lui très frustrant, et c'est aussi là donc que va le surprendre la défaite. Les autorités mandataires finalement se couchent devant les nazis.
c'est-à-dire font allégeance à Pétain. Et ce qui est très intéressant à ce que vous dites, Céline, c'est que effectivement, il n'a même pas entendu l'appel aux armes du 18 juin du général de Gaulle. Pardon, Alexandra, et les 4/5 des Français n'ont pas attendu. En France même, l'appel du 18 juin, il faut le rappeler. Hein. C'est ça. Et donc, en fait, on a dans Zirnelde un garçon, et pour d'autres, c'est pareil, pour qui le choc décisif se produit le 17, pendant le discours de Pétain, lorsqu'il explique aux Français qu'il faut cesser le combat. Et collaborer. Et là, Zirnelde est ulcéré, il a honte, la France manque à son honneur, et c'est donc d'abord à l'appel de leur conscience que ces jeunes gens ont répondu. Et c'était à ce stade une décision essentiellement individuelle, c'est-à-dire qu'il n'était porté par absolument aucun élan collectif. Et donc c'est à ce moment-là qu'il décide de déserter de l'armée du Levant, donc de l'armée de Vichy. Mais oui, avec une poignée d'hommes, il n'était pas seul à déserter à cette époque. Ils sont quelques-uns, mais ils sont vraiment une poignée. Et là, ils se rendent en fait en Palestine britannique. C'est-à-dire que quand on était dans l'Hexagone, on traversait la Manche sur des embarcations de fortune pour aller rejoindre De Gaulle à Londres. Mais quand on se trouvait bêtement au Levant comme lui, il fallait passer en Palestine britannique pour poursuivre le combat aux côtés des Anglais. On peut dire que c'était un pari fou quand même, parce qu'il est passé de Beyrouth à la Palestine britannique, c'était assez risqué, non? C'était risqué. Ouais. En plus, il franchit la frontière seul, en solo, de nuit. Il crapahute à travers les rochers. Elle est très escarpée, cette frontière. Et en plus, elle était bien gardée par des gendarmes maréchalistes. Et là, donc, il arrive en Angleterre. C'était un pari tout à fait dément. C'est-à-dire que ça le relevait presque de l'aliénation mentale. Attendez, vous voulez dire qu'il arrive en Angleterre, il embarque dans la Méditerranée et Non, pas du tout. Il prend un taxi, il quitte sa caserne, il prend un taxi, il descend au sud du Liban, et là, il passe la frontière à pied. Et il déboule de l'autre côté, c'est-à-dire en Palestine britannique. Et il est resté là-bas ? Alors, ça c'est très intéressant parce que c'est un moment qui a échappé à la plupart des historiens. En fait, les tout premiers Français libres, ils sont environ 300, une toute petite poignée, se rassemblent en Basse-Galilée. Les Britanniques leur disent, on a de la place dans un camp d'entraînement, posez-vous là, attendez vos camarades. Et c'est là donc qu'ils se regroupent et qu'ils se comptent. Oui. Mais comment les Anglais ont réagi à leur arrivée ? Alors ça c'est assez intéressant parce qu'en fait ils sont assez mal accueillis de tous les côtés. Du côté des Anglais qui s'attendaient à voir débouler des régiments entiers avec leurs hauts gradés et leurs chars. 300 pelés et 4 tondus. Exactement. Des gamins hirsutes qui ressemblaient plutôt à des clochards du désert. Les Arabes les accueillent mal car ils sont plutôt du côté du Reich. Ils ont un objectif commun, se débarrasser des Juifs. Les Français de Palestine, la plupart des religieux sont très vite convertis au catéchisme maréchaliste, donc ils n'ont qu'une idée aussi, c'est de les voir déguerpir le plus tôt possible. Ils les appelaient les dissidents de Monsieur de Gaulle, si bien que sur place, ils ne fraternisent finalement qu'avec les jeunes sionistes. C'est un peu paria ici, paria là. Et c'est qu'une fois en Galilée qu'ils comprennent qu'ils sont condamnés à mort par Vichy, qu'un homme a décrété dans son coin à Londres que la France, c'était lui. A perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Voilà. Etc. Et qu'ils sont finalement les premiers Français libres du Moyen-Orient. Oui. Et que va-t-il se passer, du coup, alors, après leur séjour en Galilée ? Alors, après leur séjour en Galilée, donc le 17 juillet, ils comprennent qu'ils vont pas être plus nombreux que 300, et ils s'embarquent pour l'Égypte, où stationne l'armée britannique, et où ils fondent, en fait, l'unité embryon de la France libre, la toute première, le premier bataillon d'infanterie de marine, qui va être aussi la première unité engagée au combat, à un moment où en France, donc c'est le mois d'août 40, on a deux ou trois révoltés qui posent des tracts dans leur coin, mais où le mot résistant n'existe même pas. Et là, il commence donc la guerre du désert insérée au sein de l'armée britannique. Et oui, et là, ils vont se battre vraiment avec beaucoup de courage. Quel poste exactement occupé André Zirnelde dans cette armée ? Il faut bien voir qu'on a là une bande de gamins d'une vingtaine d'années moyenne d'âge qui ont à cœur de prouver aux Anglais que la France vaut mieux que Vichy. Donc en fait, tout le destin de la nation repose sur leurs épaules. Et alors là, Zirnelde n'a pas de chance puisqu'on le nomme chauffeur du médecin, de l'étudiant en médecine qui fait office de médecin. En vérité, être pilote pendant la guerre du désert, c'était extrêmement difficile. Il fallait slalom
slalomer dans les champs de mines, conduire à toute allure, etc. C'était un poste exposé. Mais ça lui convient pas, il est un peu furax d'être chauffeur, et donc il fait le siège des bureaux au Caire pour demander une autre affectation, en fait. Et oui, et donc, et c'est au Caire qu'ils vont tous créer. Il va créer notamment avec Georges Gors, c'est ça, le gaulliste de la première heure. Ils vont créer la première radio de la France libre, à savoir Radio Levant. Expliquez-nous comment ils ont réussi à la créer. C'est très intéressant. L'équivalent de Radio Londres au Levant, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Alors, leur rôle à eux, Gors et lui, c'est-à-dire qu'ils sont deux, plus quelques copains, ça consiste quand même à trois fois rien, rallier à De Gaulle tous les Français du Moyen-Orient. Donc, propagande, ils créent des journaux, et la radio est bien sûr un outil essentiel. Ils n'ont pas assez de temps d'antenne au Caire. À Jérusalem, c'est Vichy qui fait sa loi. Et donc là, ils ont l'idée de retourner voir des copains à eux de la Haganah, de l'armée secrète juive rencontrée à l'été 40, notamment un certain David à Cohen, qui leur dit « J'ai une très bonne idée, on va installer votre radio chez moi, dans mon appartement. Il suffira juste de planquer l'antenne sur le toit. Elle fait 40 mètres de long, ça va être un peu compliqué, mais ils le font. Et donc là, on a une joyeuse bande. Lui, à Jérusalem, lui. Non, il est à Haïfa. Il est à Haïfa. Voilà, et Zirnel fait des allers-retours entre le Caire et Haïfa, et il se déchaîne au micro pour essayer de convertir les Français du Levant que Zirnel trouve, je cite, trouvait franchement idiots, pour les tenter de les convaincre de rallier De Gaulle. Et c'était très drôle parce que pendant leur temps, le temps où ils émettaient, en fait, tous les téléphones des alentours se mettaient à parler français. La technique n'était pas tout à fait au point, mais en tout cas, c'est une belle histoire parce que la première radio libre, vraiment libre de la France libre, à part celle de Brazzaville qui existait déjà, non seulement a émis depuis le foyer national juif en Palestine, mais depuis le foyer d'un juif en particulier. Ah oui. Alors au final, il restera 6 mois au Caire pour mener effectivement cette guerre des ondes, mais son ambition première, c'était vraiment de se battre et d'aller au front, Alexandra. Oui. Comment va-t-il y parvenir? Alors, se battre au micro, ça lui plaît beaucoup, mais il veut se battre pour de vrai. Il veut absolument être en première ligne. On lui dit d'accord, mais à une condition, comme la France libre manquait cruellement de chefs, on lui demande d'aller se former à l'école des officiers que De Gaulle vient de fonder à Brazzaville et de revenir. Donc le voilà qui part à Brazzaville, il traverse toute l'Afrique en diagonale, il reste 6 mois, se forme comme officier, puis revient à Beyrouth 6 mois plus tard. En 42, oui. Voilà, c'est ça, tout début 42. Et oui, et c'est à Beyrouth donc qu'il va s'engager au sein des toutes premières forces spéciales de l'histoire, le mythique SAS, bien connu grâce à la fameuse série diffusée récemment sur Canal+, Rogue Heroes. Qu'est-ce au juste cette unité commando à la sulfureuse SAS. Effectivement, réputation, eh bien on vous dira tout dans un instant sur Sud Radio, alors reste avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Je m'adresse à vous, mon Dieu, car vous donnez ce qu'on ne peut obtenir que de soi. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce qu'on ne vous demande jamais. La fameuse prière du Para, adaptée d'un poème d'André Zirnel, ce héros dont la première biographie sort aujourd'hui aux éditions du Cerf, un livre remarquable, signé Alexandra Léniel-Lavastine, qui est notre invitée en direct sur Sud Radio, jusqu'à 14h. Alors on le disait il y a un instant, André Zirnel s'est engagé effectivement au SAS en 1942, Alexandra. Alors comment cette unité de commando franco-britannique est-elle née et pourquoi on disait qu'elle était formée de voyous infréquentables? Alors d'abord sur sa naissance, et c'est d'ailleurs fou en France qu'on ne la connaisse pas mieux, puisque c'était une unité de la France libre très importante. Donc en fait, tout commence par 2 hommes, 2 visionnaires. D'un côté, on a un major écossais de 26 ans qui s'appelle David Stirling, qui est au Caire, et qui est convaincu d'une chose, enfin, qui n'aime d'ailleurs que 2 choses. Le risque et le jeu, un peu comme Zirneld, un garçon assez excentrique, qui se fait virer de partout, il a été viré de Cambridge, enfin un peu le même genre, et dont les frasques défrayent la chronique militaire. Et il a une idée fixe en tête, c'est qu'il faudrait inventer une arme nouvelle, c'est-à-dire des combattants hyper entraînés qui interviendraient par petits groupes parfaitement autonomes derrière les lignes ennemies, celle de Rommel en l'occurrence qui est en train de gagner bataille sur bataille pendant la guerre du désert, frapper fort en jouant de l'effet de surprise et s'exfiltrer en
vitesse. C'est la fameuse tactique du hit and run. Et ça, c'est l'idée de Stirling. Et puis, à l'autre bout du monde, à Londres, on a un petit capitaine Rabelais, gascon, Georges Berger, un Français libre, qui fait le siège des bureaux de De Gaulle pour essayer, qui a la même idée et qui essaye de convaincre le chef de la France libre de lui donner des volontaires pour les entraîner au saut en parachute. On finit de guerre lasse par leur accorder à l'un comme à l'autre leurs quelques volontaires. Et les voilà qui vont en fait faire leur jonction début 42 au camp de Cabret, qui est situé près du canal de Suez. Les hommes de Berger vont former ce qu'on appelle le French Squadron, au sein du SAS, donc SAS pour Special Air Service, et ils vont rejoindre les hommes de Stirling. Alors pourquoi cette série s'appelle-t-elle SAS Rogue Heroes? Rogue Heroes, ça veut dire héros voyous ou héros hors la loi. En fait, parce qu'au début, c'était des irréguliers qui n'avaient pas encore d'existence officielle en 42 au sein de l'armée britannique. La deuxième raison, c'est que c'était des hommes très particuliers, au tempérament fort. D'ailleurs, les Anglais, la haute hiérarchie il vaut mieux britannique. avoir des hommes au tempérament fort dans ces cas-là. Exactement, pour faire exactement. Ce qu'il Mais les officiers britanniques plus classiques les appelaient souvent The Originals. Ils passaient pour des sortes de pirates du désert, des hommes rigoureusement incommandables. Des Robins des Bois du désert, dites-vous. Oui, c'est ça. Par exemple, quand ils arrivent à Cabret, leur camp est minable, ils ont 2 tentes et 3 chaises. Ils partent dévaliser le camp des Néo-Zélandais d'à côté, qui étaient partis en opération. Et donc, ils s'installent très bien. Ça devient le camp le plus confortable de Cabret. Et ils avaient aussi un style vestimentaire tout à fait particulier. Ils portaient des chèches, des bandanas. Bref, c'est le confort qui primait, comme aujourd'hui au sein de nos forces spéciales, dont des codes un peu particuliers. Et c'était d'ailleurs l'unité la plus sulfureuse, d'abord la plus dangereuse, mais aussi la plus sulfureuse du moment. Et très efficace. C'était des combattants d'exception. Absolument. Rommel, d'ailleurs, dira dans ses mémoires à quel point il les redoutait, et ils étaient capables de causer derrière les lignes nazies des dommages plus importants à eux seuls que toute la Royal Air Force réunie. Et Hitler aussi les trouvait extrêmement dangereux. C'est-à-dire que s'ils étaient capturés, on les exécutait sur le champ, à la façon, justement, des partisans. Et oui, parce qu'ils avaient effectivement des techniques de combat jusque-là inédites dans l'histoire de la guerre, Alexandra. Tout à fait. Quelles étaient-elles exactement? Alors, d'abord, leur entraînement était absolument particulier. Très rude. Très très rude. Ouais. Il fallait apprendre à apprivoiser le désert, supporter la chaleur, supporter la soif. Et puis, ils devaient apprendre, comme toutes les forces spéciales, à manier toutes les armes. Donc, ils étaient aussi formés au close combat. Ils apprenaient le maniement des explosifs. Et chaque journée, chez Stirling, commençait par une marche de 50 ou 80 km dans le désert. Et on les jetait aussi. Ils devaient se jeter de camions lancés à 50 km/h pour s'entraîner à la réception au sol. Donc, il y avait assez peu d'élus dans ces conditions. Vous l'imaginez bien. A tout de suite fait partie de ces... Alors, Zirneld entend en fait l'appel aux volontaires de Berger. Ils ne sont pas très nombreux, les volontaires, pour cette unité-là. Mais Zirneld se dit, c'est exactement ce qu'il me faut, car c'est très intéressant. Le philosophe, en fait, ne disparaît pas derrière le guerrier. Il s'accomplit, au contraire. Et il se dit dans son journal de guerre, que j'exploite ici pour la première fois, personne ne savait qu'il avait écrit un journal de guerre, il dit, bon, c'est un choix vertigineux, mais après tout, il ne fait que cela, des choix vertigineux, depuis juin 40. C'est un peu difficile parce que Zirneld est amoureux d'une jeune Libanaise, qui apparaît... Elle est tombée amoureux à Beyrouth. Oui, c'est ça. Qui apparaît, qui disparaît, et donc il la surnomme coup de vent. Néanmoins, Zirneld veut faire la guerre et il rejoint les hommes de Stirling à Cabret, donc au milieu de nulle part, un camp en plein désert, en mars 42. Et il était très heureux, c'est-à-dire pour lui, c'était à la fois un mode de vie. C'était ce qu'il voulait, combattre. Tout aussi, à fait. Et puis philosophiquement, c'est ce qui lui convient. C'est un philosophe de l'amplitude contre la platitude, et il y voit à la fois un mode de vie, une épreuve au sens de s'éprouver soi-même, et puis l'aboutissement finalement de sa quête spirituelle. D'ailleurs, que fait-il entre 2 missions quasiment suicides là-bas ou 2 séances d'entraînement? Il travaille sous sa tente sur un texte qui s'appelle La quête de Dieu.
faut le faire. C'était sans doute le plus mystique et le plus romantique des paras français. Il a pu le terminer, de la texte. France libre. C'est un essai dont je parle dans le livre, qui n'était pas connu jusqu'à présent. Et oui. Et donc c'est au retour d'une de ses missions très audacieuses qu'il a menée donc au sein des SAS, qu'il est vraiment tombé au champ d'honneur dans le désert de Libye le 27 juillet 1942. Il avait 29 ans. Dans quelles circonstances est-il mort, Alexandra ? Oui, alors leur mission en fait consistait Stirling vient d'inventer un outil nouveau qui sont des jeeps de combat armés de mitrailleuses lourdes, et le 26 juillet, ils partent pour faire un raid sur l'aérodrome de Sidi Hanej qui était situé sur la côte, et l'idée c'était en fait de clouer au sol les avions nazis de façon à ce qu'ils n'aillent pas bombarder notamment les copains à Bir Hakeim. Donc ils les clouaient sur place avec des bombes explosives. Et donc ils accomplissent ce raid, ils déchaînent l'enfer sur l'aérodrome. C'est un raid victorieux qui aujourd'hui encore est enseigné dans à peu près toutes les écoles militaires. Et c'est au retour de ce raid, pendant le repli, que Zirneld, avec sa Jeep, joue de malchance. Il crève une fois, il crève 2 fois. Et puis ensuite, il est repéré par des Stukas qui les mitraillent. Il se planque dans des amas de rochers, mais il est atteint au ventre. Et là, il va agoniser 7 heures dans des souffrances atroces avec un courage remarquable, veillé par ses 6 compagnons d'armes. Et oui, et c'est donc après sa mort que ses frères d'âmes vont retrouver dans son barda donc son fameux poème qui est devenu célèbre en fait après avoir été lu sur Radio Londres en janvier 43 par le général Vallin. Alexandra, expliquez-nous. Ouais. Oui, c'est ça. Donc après la mort de Zirneld, c'est la consternation. Zirneld était adoré et très admiré de ses camarades. On l'aimait énormément. Il n'était pas fait du même bois que les autres. Il avait quelque chose de très particulier. Et donc, il regarde dans son pactage et il trouve un petit carnet rouge. Et là, il découvre un poème magnifique qu'on a lu tout à l'heure. Et par contre, il s'étonne. 38. Comment se faisait-il que cette prière de guerrier qui semblait dans son barda depuis 38. Voilà, qui semblait destinée à d'autres guerriers, pouvait bien dater de l'avant-guerre. Et puis, ils sont évidemment très émus, puisque ce poème est aussi prémonitoire de sa fin prochaine. Et puis, il découvre aussi autre chose, c'est-à-dire un livre. Zirneld partait en mission dézinguer des avions de Rommel, avec sur lui un livre consacré aux univers de Platon. Livre troué par la balle même qui lui fut fatale. Le livre de qui ? Écoutez, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais j'en parle dans le livre. C'était consacré à Platon. Oui, c'est ça. Cité univers de Platon. C'est le combattant philosophe par excellence. Oui. Alors après la guerre, son poème a été rebaptisé La prière du parachutiste. Mais comment s'est-il retrouvé dans le ghetto para et comment est-il devenu surtout un hymne militaire? Alors peut-être avant de passer à l'après-guerre, il y a janvier 43. C'est très important parce que la première fois, la prière de Zirneld ensuite a été publiée dans certains journaux de la France libre. Mais elle a surtout été lue au micro de Radio Londres par un général gaulliste, le général Vallin, et pour Vallin, ce texte, cette admirable poésie, dit-il, incarnait l'âme du volontaire. Et on est début 43, c'est-à-dire c'est le moment où il faut fédérer et réunifier la résistance. D'où le fait que la prière de Zirneld soit lue au micro, et Vallin dit aux résistants, partisans, répétez-vous ce texte, cette prière vous unira et elle vous soutiendra. Et qui a-t-on à l'autre bout du poste, l'oreille collée à son transistor? Une femme qui écoute cette belle poésie venant d'un Français libre, et à la fin seulement, Vallin dit, elle nous vient d'un Français libre nommé André Zirneld, et c'est sa mère. C'est-à-dire qu'elle apprendra la mort de son fils par Radio Londres, si bien qu'elle n'a jamais plus pu, depuis, écouter la radio. Donc ça, c'est un moment important, 43. Alors, effectivement, après-guerre, écoutez, en fait, c'est la France libre en général, c'est-à-dire toute la résistance extérieure qui est un peu passée à la trappe de la mémoire collective. C'est le mythe résistentialiste qui prédominait, la France tout entière avait résisté, et donc trop mettre l'accent sur la résistance extérieure, c'était rappeler qu'en 40, seul 1% des Français
s'étaient dressés contre l'ennemi, tandis que les autres choisissaient plutôt la passivité. Et cela explique aussi que l'armée des ombres nous est finalement beaucoup mieux connue que l'armée de Londres. Donc ce n'était pas très opportun. Et puis on a oublié aussi que la victoire ne s'est pas seulement jouée dans le bocage normand et dans la neige de Stalingrad, mais aussi dans les sables, Encore les bocages normands et la neige de Stalingrad a joué un rôle absolument essentiel. Ne l'oublions pas non plus, parce qu'on a tendance aujourd'hui à l'oublier, notamment les Ruskov. En tout cas, ce qui est terrible quand même aujourd'hui, c'est qu'il aura fallu attendre 2022 pour que la France honore sa mémoire. On va continuer de lui rendre hommage dans un instant sur Sud Radio, et on donnera surtout la parole à Yann, qui est un des influenceurs stars auprès du monde combattant, André Berkoff. D'accord, et nous avons aussi, je dirais, Marie qui nous appelle et que nous allons prendre juste après cette petite pause. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Mon Dieu, donne-moi la tourmente, donne-moi la souffrance, donne-moi l'ardeur au combat. Mon Dieu, et oui, la fameuse prière du Para, dont le créateur est André Zirneld et dont la première biographie sort aujourd'hui aux éditions du CERF, qui ravit tous les passionnés d'histoire militaire comme Yann qui vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour à vous Yann. Bonjour. Alors vous animez sur les réseaux sociaux une plateforme qui s'appelle Good Morning Army et qui est très connue dans le monde combattant. Vous êtes suivi par plus de 200 000 followers et dans vos contenus, eh bien, vous faites découvrir des héros de guerre français méconnus, oubliés, comme André Zirneld justement. En quoi la sortie de cette biographie est-elle si importante à vos yeux ? Eh bien, écoutez, la première chose que je me suis dit en le recevant, car j'ai eu l'honneur de le recevoir, le premier mot qui m'est venu, c'est que ce livre est tout simplement une bombe, une pépite. Alexandra a réparé quelque chose, une injustice. Rendez-vous compte, il aura fallu attendre plus de 80 ans pour avoir un livre sur cet homme. Pendant des années, nous avons eu qu'un bref résumé de sa vie. Et là, nous avons enfin son histoire au complet. Sa biographie, ses photos et même son journal de guerre, comme l'a mentionné Alexandra. Un récit exceptionnel. C'est la vie d'un pilier, d'un seigneur des paras, qui va faire d'ailleurs vibrer tant de générations de paras avec sa prière. Et c'est pour moi une véritable avancée dans ce combat parce que c'est important. Et c'est grâce à cette femme. Car il faut bien le comprendre, ça n'existait pas. Nous avons eu, d'ailleurs nombreux étaient les livres sur le Jean Moulin, le général de Gaulle, et là enfin, elle nous a offert justement cet héritage. Parce qu'après un travail justement de 4 ans, qui il faut le dire est digne d'un archéologue, elle l'a fait, ce chef-d'œuvre. Et je pense qu'Alexandra fera l'admiration de beaucoup de personnes. Moi, elle a déjà mon admiration. Car Zirneld elle a fait revivre Zirneld à nouveau. Il a récupéré grâce à elle son identité, sa gloire, grâce à son travail, à sa dévotion. Et c'est un hommage, c'est vraiment une résurrection, car cet homme pour nous est très important. Et d'ailleurs, elle a écrit dans son avant-propos une phrase très importante, c'est la toute dernière phrase, elle écrit « L'oubli est toujours une tombe bien plus profonde ». Elle a choisi de ne pas oublier et de mettre son talent pour cette cause, qui, rappelons-le, est une cause très très importante, parce qu'on apprend toujours du passé, et c'est de ces hommes-là qu'on avance. C'est vrai, et Yann, je voudrais simplement dire pour les auditeurs, rappeler le titre du livre de Alexandra Lignel-Avastine, André Zirneld, Le chant d'un partisan, et c'est paru aux éditions du CERF, et vraiment, lisez-le, c'est vrai, je le recommande, et vous l'avez fait aussi, c'est un livre. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de gens qui sortent de leur zone de confort, et ô combien André Zirneld est sorti de sa zone de confort. Et oui, beaucoup de photos inédites dans ce livre, Yann. Absolument, tout à fait. C'est vrai qu'il faut le reconnaître. Il y a énormément là de photos. D'ailleurs, il suffit juste déjà de l'ouvrir. Il ne suffit même pas de le lire pour comprendre que le travail est véritablement complet. Déjà, rien que pour les photos d'archives et justement les documents qui sont présentés, qui sont exceptionnels, qui n'ont jamais été encore vus. Nous n'avons jamais eu effectivement affaire à ces documents-là. Oui. Merci Yann d'être intervenu sur Sud Radio. On va donner tout de suite la parole à Marie qui vient de nous rejoindre aussi sur Sud Radio. Bonjour à vous Marie. Bonjour Marie. Bonjour madame, bonjour André Berkoff. Écoutez, je voudrais remercier votre invité de ce livre. Je voulais vous dire que je viens du Sud-Ouest
Et j'ai été élevée notamment dans un pensionnat à Marmande avant 68. Oui. Et dans ce pensionnat, on faisait la prière le matin avant les cours. Oui. Et il y avait une religieuse qui régulièrement nous récitait cette prière. Ah, c'est formidable. J'avoue que cette prière m'a accompagnée jusqu'à présent. J'ai 73 ans. Mais j'allais rarement, très rarement, à la deuxième strophe qui dit donnez-moi ce que l'on vous refuse, l'insécurité, l'inquiétude. Ça, je ne l'ai pas récité souvent. Voilà. Et c'est vrai que ça n'arrive pas souvent. Merci beaucoup. Merci, Marie, de votre Alexandra Léniel-Lavastine. Oui, c'est vrai qu'après la guerre, la prière de Zirnel s'est retrouvée en fait dans le monde para. Il a comment son poème qui s'appelle initialement Prière s'est appelé la prière du parachutiste à partir de la guerre d'Indochine en 46, et puis ensuite des élèves officiers en 61-62 ont eu l'idée de l'adapter en chant militaire. Donc c'est devenu la prière du para. Mais en fait, Zirnel n'a jamais écrit la moindre prière. D'ailleurs, il n'avait pas de titre à son poème. Son poème s'appelait Prière, sans complément d'objet. C'est ça. Et j'ai été touchée par ce que Yann disait, et cette dame aussi, ce que j'ai tenté de faire au fond. Zirnel avait une mort héroïque au combat, et j'ai tenté de mettre au fond, il avait une mort mais il n'avait pas eu de vie, et j'ai voulu mettre une vie sur une mort. Et puis aussi l'arracher au ghetto para pour le reconduire. Enfin, il appartient aussi aux soldats, les œuvres appartiennent à ceux qui s'y reconnaissent et les font vivre, et ça a été le cas des paras en France, puisque ce sont aussi des régiments qui sont les héritiers des SAS. Donc la transmission s'est faite comme ça. Donc même si la prière a été reprise beaucoup dans les maquis jusqu'à la libération, c'est surtout après-guerre chez les paras qu'elle a vécu, et il a fallu que ce soit mon fils qui me l'apprenne pour que je la découvre. Alors on a eu une longue éclipse, mais les choses ont commencé à frémir dans les années 2000. Puisqu'on a inauguré en 2022, donc fin 2022, ou plus exactement un homme en particulier, le maire du 17e arrondissement à qui il faut rendre hommage, Geoffroy Boulard, qui a inauguré une place Zirnelde dans son arrondissement. Et puis en 2023, on a eu aussi son ancien lycée, Saint-Jean-de-Passy, qui a dévoilé une plaque dans la cour d'honneur, et on a eu aussi la mairie du 16e qui a inauguré une autre plaque sur l'immeuble de sa naissance, dans ce qui est terrible, c'est que dans le 16e. Ce poème, ce qui est terrible, c'est qu'il devrait figurer dans tous les manuels scolaires depuis les années 50. Ah oui, on ne devrait connaître que lui. On aurait dû l'apprendre par cœur enfant. Alors certes, il y avait Dieu, et la France est un pays laïque, fort heureusement, mais venant d'un intellectuel qui en plus avait perdu la foi, qui était compagnon de la libération, qui était un grand résistant, ce texte, on devrait tous le connaître, et ça fait partie des aberrations mémorielles. C'est en plus un texte très actuel. Et oui, d'une brûlante actualité, Alexandra. Jamais, de toute façon. Et de toute façon, il faut dire une chose très 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 forte, c'est que je vois pas pourquoi on pourrait pas invoquer Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas un blasphème qu'invoquer Dieu. Et puis deuxièmement, je dirais que l'avenir, le passé qui fait l'histoire, ce sont les hommes et les femmes qui sortent de leur zone de confort. Ce qu'a fait André Zirnelde, et encore une fois, merci Alexandra Léniel-Lavastine de l'avoir ressuscité au bon sens du terme. Merci à vous. Chers auditeurs, effectivement, pour en savoir plus sur l'extraordinaire destin d'André Zirnel, lisez la magistrale biographie d'Alexandra Léniel-Lavastine qui vient de paraître aujourd'hui et qui s'intitule Le chant d'un partisan aux éditions du Cerf. Merci à vous tous, merci à Yann, merci à Marie d'être intervenus dans la culture dans tous ses états. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaye.